Cette année à Moscou apparaissent les bananes. On ne les a pas vues depuis 1913, dernière année d'avant la guerre. Personne ne sait pourquoi, ni d'où elles proviennent. Dans toute la grande et puissante Union des républiques soviétiques socialistes, il n'y a pas de zone climatique capable de produire cette merveille de la nature. Le bruit court que cela arrive par la volonté du grand patron lui-même, annoncé depuis son cabinet boisé de chêne au beau milieu du Kremlin. Certains affirment que le patron aime les bananes. Est-ce vrai ou faux? Il semble aux moscovites que dans le mur impénétrable, haut et gris, doublé de barbelés, qui entoure leur ville, qui entoure leur pays, en protégeant la dictature du prolétariat victorieux de la contamination capitaliste, une porte secrète s'est brusquement ouverte et que quelque chose d'autre, de franchement étranger et, certes, de peut-être contaminé, mais doux, sans noyau, avec à la place de toutes petites graines noires, que quelque chose d'intermédiaire entre la fraise, la pomme de terre et le ratloukoum pénètre dans leur vie comme dans un rêve. Comme s'ils étaient déjà morts et peut-être même déjà ressuscités, et comme s'ils habitaient déjà dans un autre pays où vivent les travailleurs après toutes leurs souffrances historiquement inévitables lors du processus de construction du monde nouveau, après tout ce sang et toute cette merde, ces deux guerres, l'une contre les Boches et l'autre contre les Blancs, c'est-à-dire contre les leurs, mais pas tout à fait. Les leurs dont le sang est bleu, d'où leur blancheur. Après ces guerres, donc, qui n'en finissent pas. C'est un roman documentaire donc, qui parle du couple de Bulgakov, de Mikhail Bulgakov, que vous connaissez bien sûr tous, l'auteur de Maître et Marguerite, de nombreux autres romans, de la biographie de Molière, et de sa femme Elena. Et cela se passe le 31 décembre 1939. Donc on est à la fin de cette année, non 38, pardon, je me suis trompée, 38 bien sûr. Et ensuite, donc c'est ce jour-là qui est décrit dans leur vie. Et ensuite, la deuxième partie, donc il y a deux parties dans le livre. Le premier livre, c'est le 31 décembre au soir 1938. La deuxième partie, c'est le 15 janvier 1939. Et puis après, il y a une conclusion. Voilà. Donc c'est un roman documentaire donc, qui parle de cet écrivain. Et c'est un genre particulier qui est un peu, il faut l'avouer, un peu en vogue aujourd'hui. C'est pratiqué par de très nombreux écrivains, donc on sait ce que c'est comme genre. C'est une œuvre littéraire, c'est-à-dire entièrement écrite, avec une langue qui est une sorte d'artifice, une production purement artistique, littéraire, mais qui se fonde complètement également, donc il y a deux complètements, c'est complètement artistique, surtout dans la langue, qui exprime ma personnalité d'écrivain, et d'autre part c'est complètement documentaire, c'est-à-dire je prétends que c'est complètement vrai, et j'insiste là-dessus en tant qu'historienne, que c'est complètement vrai en même temps. Voilà, c'est un genre un peu paradoxal si vous voulez. Dans ce livre, vous nous faites entrer dans l'intimité du couple Bulgakov, à une époque compliquée. Sur quels documents vous êtes-vous basé pour développer votre imaginaire? Il y a deux côtés là, il y a le côté désir, passion, ma passion pour cet écrivain, et le désir de l'intimité avec cet écrivain, qui vient aussi du fait que j'ai un sentiment de légitimité, pas seulement parce que je suis russe et parce que je suis née à Moscou,
Mais il y a comme un petit en plus dans cette histoire. Je suis née dans la maison qui est juste à côté de l'une des 3 maisons de Bulgakov, l'une des 3 adresses de c'est rue Pirogovskaya. Donc j'ai comme quand je lis le journal de Elena Bulgakov qui décrit leur promenade, qui décrit leur vie, le début de leur vie de couple, je suis chez moi. J'ai passé mon enfance exactement dans le même décor moscovite. Dans cette maison, il a vécu avec sa famille jusqu'à son départ. Donc en tant que médecin, il a fait ses études de médecin à Kiev et après il est parti, il a été envoyé à la campagne, dans la région de Smolensk, et là il s'est retrouvé, donc comme tous les lecteurs de ces récits d'un jeune médecin savent, il s'est retrouvé seul médecin sur des kilomètres alentour à faire tout, à opérer alors qu'il était pédiatre de formation, voilà. Donc il y a ce désir d'une part et ce sentiment de légitimité, et d'autre part il y a la possibilité, c'est pas seulement désirable un livre comme ça, mais c'est aussi possible. Pourquoi est-ce que c'est possible de rentrer dans l'intimité des Bulgakov? Parce que après la perestroïka, à partir de la fin des années 80 et au tout début des années 90, les archives de certaines institutions se sont ouvertes, notamment du KGB, de l'ancien NKVD, donc, et tous les dossiers de Bulgakov étaient publiés. Il y a une masse de publications qui a eu lieu à la fin des années 80, début des années 90, sur du très mauvais papier, en tout petites lettres, épuisé aujourd'hui, mais ça existe. Ça prend chez moi beaucoup de place. C'est au moins 1 mètre de livres, de publications. Il y a le journal de Elena Bulgakov qui a été publié, il y a la correspondance de Bulgakov qui a été publiée, les dénonciations des personnes bienveillantes contre Bulgakov étaient publiées. Donc on peut rentrer, non seulement on peut désirer, mais on peut effectivement rentrer grâce à ces documents dans l'intimité de Bulgakov. Et comment on fait? Aussi bien l'historien que l'écrivain, ils ont un point commun. Pour rentrer dans l'intimité de quelqu'un, il faut des détails. Sans les détails, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas généralement aimer quelqu'un. Vous ne pouvez pas généralement s'intéresser à quelqu'un. Il faut des choses très précises, des détails. Et là, il y a une masse de détails et donc on ne peut que voilà, par exemple, ces bananes, c'est un fait historique. Vous voyez, un détail. C'est pour ça que je crois que tous ceux qui ont vécu en Russie savent ce que c'est qu'un fruit pendant la période de soviétique, en Union soviétique. Les livres étaient publiés, ont bien été publiés après sa mort, des années après sa mort, 10 ans, 20 ans, 30 ans après sa mort. Et l'ouvrage que j'analyse en particulier dans ce livre, il y a 2 ouvrages auxquels je m'intéresse particulièrement, c'est la biographie de Molière. Pour une raison très particulière, c'est un ouvrage d'historien. Je suis historienne. Je pense que Bulgakov procède
dans cet ouvrage d'une manière très intéressante pour nous, historiens d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses à apprendre auprès de lui. C'est un historien qui pratique une méthode très intéressante et pour abréger ça, je veux vous dire, il résiste à tout déterminisme. Voilà. Il écrit la biographie d'un homme où rien n'est évident, tout est étonnant. C'est une attitude entièrement anti-soviétique. Voilà. Donc il présente cet ouvrage aux autorités. Évidemment, il est rejeté. Même s'ils ne savent pas le dire exactement, ils le sentent immédiatement. Ils sentent immédiatement que ça ne va pas. L'homme soviétique doit être déterminé par plein de choses, par sa classe, par son éducation, par ses opinions politiques. Il est défini. Molière est une anomalie. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans la civilisation humaine. On ne sait pas pourquoi. Mikhaïl Bulgakov avait choisi le camp des Blancs. Il ne croyait pas en la révolution. Une fois écrivain, il a écrit des ouvrages de fiction, satiriques, fantastiques, qui n'étaient pas dans la ligne culturelle du Parti soviétique. Pourtant, au fil du temps, il leur a beaucoup écrit. Pouvez-vous nous expliquer sa position politique? Sa position politique, c'était que c'était un homme libre. C'était un humaniste et c'était un homme libre. Et il a parlé ouvertement, même pendant des séances à la Lubyanka, c'est-à-dire quand il est lors d'interrogatoires à l'NKVD. Voilà, donc il répond très ouvertement parce qu'il se doute bien qu'ils savent tout en fait, parce qu'ils ont fouillé son appartement. Au préalable, ils ont confisqué tous ses écrits, y compris le journal intime. Donc, ils pensent bien qu'ils savent, donc ils ne cachent rien. C'est un acte d'intelligence, mais aussi, spontanément, si on s'imagine dans cette situation, quand même, sa première réponse, c'est de dire la vérité. Il pense que cette vérité existe et qu'on la doit en quelque sorte. Je pense que c'est très important aussi pour sa position en tant que jeune médecin, en tant que ensuite citoyen de la Russie, de l'Union soviétique. Il pense qu'il fait partie d'une classe éclairée, une classe éduquée, qu'il a reçue par sa naissance et par surtout son éducation universitaire et médicale, par ses dons, par l'ensemble de ses dons et de ses compétences reçues. Il pense qu'il peut accéder à une certaine vérité. Cette vérité, pour lui, est plus compliquée que ça, parce que c'est aussi un héritier des théologiens. Mais je pense que, et aujourd'hui c'est important de le penser et de se souvenir, qu'il y a eu, en tout cas, des gens qui pensaient que sur le fondement de leur naissance et éducation s'érige un devoir de vérité face à la société, à la cité, au pays. Il y a un devoir de vérité. Je pense que c'est ça profondément sa position, aussi bien face aux organes de surveillance à son pays, que face à son peuple. C'est un médecin, donc l'erreur, l'absence de vérité, de diagnostic notamment, se paye par la santé et la vie de son patient. Donc il le sait. Oui, c'est ça. Donc, j'ai choisi de prendre deux jours. Ces 2 jours sont choisis en fonction de cette deuxième œuvre littéraire que j'analyse
dans le livre, c'est la pièce qui s'appelle Batum, finalement s'appelle Batum, et au début cette pièce s'appelle Le Guide, Pastich, avec cet accent un peu slavon de l'église, Pastich, et qui est une pièce sur Staline. Alors, Staline, à coup de persécution, d'intimidation, arrive à convaincre Bulgakov d'écrire une pièce sur lui. Parce que Staline, et là le paradoxe, aime Bulgakov, aime la littérature de Bulgakov. C'est un peu sur ça aussi ce livre. Il y a deux personnages principaux, c'est Bulgakov et sa femme, mais le troisième personnage, c'est le grand patron. C'est le grand patron qui ne le lâche pas d'une seconde, qui le veut. C'est à propos du désir aussi. C'est à propos du désir de la part du pouvoir de ne pas mourir, finalement. Parce que le plein pouvoir ne suffit pas, il va mourir quand même, n'est-ce pas? Et après, son contrôle, c'est un chef de l'État totalitaire, donc c'est le total contrôle, mais après la mort, il perd tout, il perd tout contrôle. Donc il veut continuer à exister au-delà de la mort, et c'est quand même quelqu'un qui... Donc Bulgakov est héritier des théologiens, et Staline est un ancien élève du séminaire orthodoxe, qui se prépare à devenir prêtre dans la religion orthodoxe, dans la version orthodoxe de la religion chrétienne. Donc qu'est-ce qu'il veut, Staline? Il veut que Bulgakov écrive sur lui. Et il arrive au point où Bulgakov est complètement désespéré. Je pense aussi que sa femme joue son rôle. Elle veut qu'il survive, mais elle veut aussi qu'il réussisse, comme les femmes le veulent parfois. Elle est interdite. Et en fait, donc le réveillon de 1938, on apprend que probablement il va quand même écrire cette pièce, et qu'un jour plus tard, il lit les 2 premiers chapitres à ses amis. Voilà, ce sont ces 2 jours que je décris, avec, comme vous venez de le dire, plein de flashbacks qui éclairent des différents aspects de sa vie, de ses relations avec le grand patron. Et en fait, ce sont ces deux personnages qui vont finalement se retrouver dans cette pièce et autour de cette pièce. Et là, on aura besoin de Molière aussi, parce que pour écrire sur Staline, il sait ce qu'on attend de lui, parce qu'il vit dans la même maison que Mandelstam, qui vient d'être arrêté et assassiné, envoyé au goulag et assassiné pour un mauvais poème sur Staline. Donc il sait ce qu'il faut écrire sur Staline, il sait. Donc il l'accepte, il décide que ça va être une pièce sur la jeunesse de Staline. Donc comme déjà ce procédé d'historien, on va partir du début, de la genèse, ça c'est intéressant. Et en fait, il procède en tant qu'historien. Voilà, c'est ça mon point. Il procède en tant qu'historien. Il réunit juste avant, d'ailleurs, il s'apprêtait à écrire un manuel. Là, c'est vraiment d'une naïveté extraordinaire. Il s'apprêtait à écrire un manuel d'histoire russe pour un concours, pour éventuellement avoir un prix, c'est-à-dire de l'argent, parce qu'il ne peut vivre que de la littérature, il n'a aucun autre métier, il ne pratique plus la médecine depuis très longtemps. Et donc très naïvement, il pense qu'il va écrire un manuel d'histoire, mais la première chose qu'il commence à faire, il réunit les sources. Donc c'est un écrivain, mais qui comprend très très bien la nature du métier d'historien. Et donc pour écrire cette pièce sur Staline,
il commence à réunir certains documents et il y a eu une publication remarquable en Russie qui montre sur quoi il s'appuie dans cette pièce. Et je voudrais dire tout de suite que cette pièce elle a été publiée, cette pièce Batum. Je pense que c'est une œuvre extraordinaire, remarquable, qu'elle n'a pas été lue correctement et je veux dire tout de suite, elle n'a jamais été représentée sur scène. Dans votre livre, vous montrez toute la difficulté pour les artistes à produire des œuvres sincères et le danger de la censure, notamment avec l'exemple de Mandelstam, qui après avoir écrit un sincère poème sur Staline, fut envoyé au goulag. Vous publiez des lettres et on se demande à quel jeu jouait Staline avec Mikhail Bulgakov, surtout quand Staline l'appelle pour lui demander s'il veut quitter la Russie. Visiblement, Mikhail Bulgakov reste attaché à la Russie, mais il finit par penser à l'exil. Mais lorsque Staline l'appelle, Mikhail Bulgakov a-t-il conscience qu'il ne doit pas répondre par l'exil? Ça, c'est vraiment une question, je pense, compliquée. Et là, on ne saura peut-être jamais tout. Pas parce que il a caché quelque chose, mais parce que cette question de vivre en Russie ou de partir a été à traverser une évolution et on n'aura pas la relation de chaque instant de cette évolution, ni même des moments les plus importants de cette évolution. Donc, il est très clair que après la Révolution, il s'engage dans l'armée blanche. Il est médecin de l'armée blanche. Donc, c'est un blanc, hein, définitivement, qui partage les idéaux de l'armée blanche. C'est un anti-révolutionnaire. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, au début des années 20, il rompt avec ce mouvement. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vécu pendant ce temps-là? Quel genre d'atrocité il a vu, vécu? Pourquoi il abandonne le mouvement blanc? Il ne va pas émigrer, ses frères ont émigré, son frère est à Paris, il abandonne la médecine. Oui, il abandonne à la fois l'armée blanche et la médecine, et il raconte après, dans le roman théâtral, il raconte l'histoire de sa vocation qu'il a eue. Il raconte cette histoire en termes mystiques, clairement mystiques, en termes d'une vision, révélation, oui, une révélation de sa vocation littéraire. Et il a dit qu'il a dû ensuite apprendre à écrire. Il est venu avant et l'inspiration après, c'était d'abord l'inspiration. Il a compris qu'il devait écrire et ensuite il a appris, c'est ce qu'il raconte. Il a appris auprès de ses écrivains préférés, dont Gogol, hein, donc pour mesurer son ambition. Et là, il revient à Moscou. Mais il revient à Moscou au moment de la nouvelle politique économique, de la NEP. Hein, donc, c'est comme si la révolution était un peu reculée un tout petit peu, comme si ça s'arrangeait un tout petit peu. Donc c'est à ce moment-là qu'il revient à Moscou. Il pense que quand même, il peut vivre, il peut travailler en tant qu'écrivain. Il devient journaliste d'abord. Il commence à publier, mais où est-ce qu'il publie son premier roman? Il le publie à Berlin. Vous voyez, dans la presse russe à Berlin. Donc tout est compliqué. Tout est compliqué. Après, il demande le passeport pour partir. Après, il diagnostique assez rapidement, il écrit dans son journal, le projet de la Russie révolutionnaire est avorté, commence la gangrène. Voilà, c'est un médecin. C'est un médecin. Et il fait sa diagnostic en observant certains détails. Il regarde comment les gens travaillent, comment les gens crachent dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a à manger, où, comment les gens se conduisent dans le transport. Hein.
il observe des très petits détails. Hein. C'est vraiment pas c'est un généraliste, mais c'est pas un démagogue. Hein. C'est un et là, il veut partir. Il veut partir. Mais évidemment, quand Staline l'appelle, il dit vous avez vraiment vous en avez vraiment marre de nous? Est-ce que vous voulez vraiment partir? Vous voyez, la mort vous appelle et dit est-ce que votre heure est arrivée? Qu'est-ce que vous répondez? Non, laissez-moi vivre encore un peu. C'est une femme extraordinaire et on a son journal. En fait. On a son journal. Son père était journaliste, directeur d'un journal à Riga. Elle est née à Riga, dans une famille russo-juive. Son père était d'origine juive, mais qui a pris qui s'est converti au protestantisme. Ils sont tous les deux mariés et elle a 2 enfants. Voilà, donc rien n'est possible entre eux. Et cet amour impossible est transcrit dans la figure de Marguerite. Ça commence comme une histoire d'amour impossible et comme je pense qu'il décrit dans le livre de Marguerite quelque chose le trait particulier d'Elena qu'on retrouve dans son journal. Le jour où elle rencontre Bulgakov, elle tombe amoureuse de lui, elle décide ensuite de vivre avec lui, elle écrit « Ma vie a pris un sens ». Celle qui s'appelle maintenant Elena Bulgakov vient donc d'un monde où les hommes et les appartements sont beaux, grands, hauts de plafond et nobles. C'est un monde peuplé de femmes racées, aux longues jambes sèches et nerveuses, aux yeux verts, aux cheveux luisants, ondulants, aux pores de tête, fières. Ces femmes sont d'excellentes maîtresses de maison. Aussi, Elena l'a-t-elle été naguère pour son général, et ainsi l'est-elle devenue à nouveau pour Mikhaïl Bulgakov. Son demi-dieu, son amant blond aux yeux bleus vifs, son idole à la démarche de chat, à la chemise toujours impeccable et au manteau de fourrure provoquant. Son mari adorable et son écrivain adoré, avec pas beaucoup de moyens, au fond sans moyens du tout, mais avec, en revanche, beaucoup de classe et de rire. Et beaucoup de gens restent chez soi d'ailleurs et attrapent cette maladie, la peur de sortir dehors, parce que les gens disparaissent, le dehors est effrayant, le dedans reste habité surtout par ce couple dont les amants sont impérieux, les amoureux sont hors le temps et l'espace, ils se placent sur leur île, hein, et là-dedans ils construisent quelque chose d'absolument ravissant et bouleversant dans ce désespoir, mais ravissant de la qualité de leur relation, hein, qui est d'un raffinement absolu, et de ce que Elena arrive à créer autour de Bulgakov comme univers matériel, hein, avec presque rien comme moyen, mais avec énormément de goût et d'amour. Hein, voilà. Parce que effectivement, elle abandonne, et les femmes d'un général qui habite un hôtel particulier à Moscou. C'est un général rouge, hein, comme ils disent les écrivains rigolent entre eux, les écrivains soviétiques, ils disent
qu'il y a des écrivains tomates, c'est-à-dire rouge-rouge, et des écrivains radis, c'est-à-dire rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Voilà. Elle épouse vraiment un général tomate, hein, et elle a tout ce qu'il faut. Elle a des provisions alimentaires, elle a un grand appartement avec une salle de bain, elle a tout ce que les autres soviétiques n'ont absolument pas à cette époque. Et elle choisit quand même de partir pour vivre avec Bulgakov, qui n'a rien, qui a juste lui, voilà. C'est le choix de lui contre tout l'entourage. Et après, au tout début, elle va encore prendre ses bains chez son général de tomates. C'est-à-dire, ce sont ces détails qui sont exceptionnels pour l'historien. Hein. Une fois par semaine, elle y va pour prendre son bain parce que aussi, tout le monde est tellement sur les nerfs, on ne sait pas si on va vivre demain. Donc tout le monde est tellement malade d'angoisse que les bains, ça aide un peu. Hein, ça permet un peu de respirer. Voilà. Donc elle va et par ailleurs, oui, elle non seulement elle le soutient, mais c'était après sa mort, c'est devenu l'une de ses veuves grandiose. Il faut dire que dans mon enfance, j'ai été bercée par les récits de ces veuves qui ont porté l'œuvre de leur mari, les archives non publiées de leur mari, et les deux grandes veuves de la période soviétique, c'était Elena Bulgakov et Nadezhda Mandelstam. Voilà. Et qui ont réussi à faire publier l'œuvre et qui après pouvaient mourir tranquillement. Je pense qu'il ne risquait rien de toute façon. Et de toute façon, il allait voir ce que l'autre va produire. Donc ça l'amusait aussi, hein, hautement. Il faut dire que le grand patron s'ennuie la plupart du temps. C'est ça aussi les archives. Il aime beaucoup qu'on le distrait. Il adore la comédie musicale, il adore le cinéma. Il faut dire que là aussi, il y a eu des archives extraordinaires qui étaient publiées, notamment par l'historien qui s'appelle Khlevniuk, qui a écrit la biographie de Staline, que je vous conseille hautement. Ça a été traduit en français récemment. Staline, la biographie d'un dictateur. Et c'était le premier qui ouvrait, Khlevniuk, c'était l'historien qui participait à l'ouverture des archives de Staline et aussi de sa bibliothèque. Il a étudié sa bibliothèque, ça c'est très intéressant. Il a étudié aussi les protocoles des séances de cinéma. Oui. Enfin, c'est extraordinaire. On apprend par exemple que Staline a vu le film Tchapaïev 43 fois, ou un chiffre invraisemblable. C'est-à-dire, il y a très peu de choses, il y a très peu d'œuvres en Russie, il y a très peu de films. Donc il s'ennuie. Staline qui a autorisé la reprise des turbines et il allait, je ne sais pas combien, 50 fois. La seule. Molière, c'est pas Staline qui l'a interdit. C'est les camarades eux-mêmes, parce qu'après c'était le régime géré en bas, c'était les camarades écrivains qui ont dénoncé. Oui. Donc qu'est-ce qui a été dénoncé? Que Molière est décrit avec ses défauts, par exemple. C'est un génie ou c'est pas un génie? Alors il faut décider. Si c'est un génie, il ne peut pas avoir une passion pour sa fille. Il ne peut pas être nonchalant. C'est des intellectuels. Mais ils ont compris très bien quel genre d'art exige le régime et quel genre de vérité.
en fait. C'est autour de cette question de la vérité que ça tourne. Quel genre de vérité demande ce régime? Lettre qu'il adresse au gouvernement. Étant donné que toutes mes œuvres ont été interdites, certains citoyens qui me connaissent en tant qu'écrivain commencent à me donner tous le même conseil. Écrire une pièce communiste, puis envoyer au gouvernement une lettre de pénitence renonçant à mes opinions exprimées auparavant dans mes œuvres littéraires, et l'assurant de mon intention de travailler dorénavant en tant qu'écrivain compagnon de route, dévoué aux idées communistes. Selon eux, c'est la seule manière d'arrêter ma persécution, d'échapper à la misère et à la mort certaine et proche. Ce conseil, je ne peux pas le suivre. Je ne pense pas paraître devant le gouvernement soviétique sous mon meilleur jour en concoctant une lettre mensongère, en exécutant une courbette politique naïve et malpropre. Quant à écrire une pièce communiste, je n'ai même pas essayé, sachant d'avance qu'une telle pièce ne pourrait jamais me réussir. Afin d'arrêter mes souffrances d'écrivain, j'adresse donc au gouvernement une lettre franche. Ce que j'aime beaucoup chez Bulgakov, c'est que c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à dérouter. Il peut peut-être même imaginer quelque chose de collaborer avec le régime, il peut entrevoir quelque chose, mais dès qu'il commence à parler, à agir ou à écrire, il dit ce qu'il pense. Il le pense de la manière la plus droite possible. Voilà. Et c'est l'histoire de Batum. C'est l'histoire de Batum. Donc il est épuisé, il est malade, il est dénoncé,